Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est avec grand plaisir que je l'ai accepté. Alors vous le savez, demain, jeudi 7 novembre 2019, sera la date de mi-mandat du président Emmanuel Macron. Pouvez-vous dresser un bilan de ce qui a été fait par votre ministère durant ces 2 ans et demi? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses puisque le domaine de l'éducation est vaste. La première priorité, ça a été l'école primaire, avec la nécessité d'investir sur les premières années de la vie et sur les territoires les plus défavorisés. Concrètement, ça s'est traduit notamment par le dédoublement des classes de CP et de CE1. C'était déjà 60 000 élèves concernés à la rentrée 2017. Aujourd'hui, c'est 300 000 élèves, c'est-à-dire 2 fois 150 000 de CP et de CE1. Ça représente 20% de la population d'élèves. Et notre but est d'arriver à ce qu'il n'y ait plus d'écart entre les résultats en réseau d'éducation prioritaire et les résultats ailleurs. Et notre but, c'est donc élévation du niveau général, que tous les élèves aient les savoirs fondamentaux au départ de leur parcours scolaire, et en même temps justice sociale, c'est-à-dire égale chance pour tous, en compensant les inégalités, notamment la première des inégalités, qui est l'inégalité devant le langage. Alors on a fait bien d'autres choses, ce serait trop long de l'exposer, mais notamment pour l'école primaire, pour les savoirs fondamentaux. Au collège, on a notamment eu l'opération Devoirs faits, qui permet de faire les devoirs au collège, et qui donc est là aussi pour que les élèves tout simplement élèvent leur niveau, mais aussi pour qu'il y ait de la justice sociale. Et puis il y a eu la réforme du baccalauréat, réforme donc du baccalauréat général et technologique, mais aussi réforme du lycée professionnel, avec beaucoup d'évolutions en la matière, mais dont le principe est de donner plus de choix aux élèves, et donc plus de plaisir aussi, plus de liberté dans les possibilités de choisir des enseignements de spécialité, plus d'innovation dans ces enseignements, par exemple dans le domaine du numérique, et de ce fait, une plus grande capacité aussi à approfondir, avec des programmes qui mènent plus loin, et un contrôle continu qui est fait pour que le travail soit en continu, et pas seulement à la dernière minute, avec ce qu'on a appelé jusqu'à présent le bachotage, et qui n'est une bonne chose pour personne. Donc c'est aussi l'occasion de moderniser le baccalauréat, avec notamment un oral à la fin du baccalauréat qui permet d'insister sur cette compétence essentielle dans la vie qui est la capacité à s'exprimer. Alors justement, on a beaucoup entendu parler du dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+. Est-ce que cette initiative a porté ses fruits? Elle commence à porter ses premiers fruits. Alors on le sait d'abord par évidemment les témoignages et les retours sur le terrain, avec des professeurs de CP et de CE1 qui sont heureux de cette situation, mais aussi les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. On a aussi maintenant les premiers professeurs de CE2 qui ont les élèves qui ont eu les 2 premières années en CP, CE1, donc qui arrivent dans des classes d'environ 24 élèves, mais qui justement voient que les élèves ont été mieux préparés à être des élèves, à travailler, à aimer travailler. Ça, on a déjà ces premiers témoignages qualitatifs. Et puis surtout, on a fait les premières évaluations. Donc dès 2017, il y a eu les premières évaluations CP-CE1 qui sont devenues généralisées en 2018. Et donc maintenant, on vient de faire celle de 2019. Et donc on peut comparer, notamment les progrès entre 2018 et 2019. Et ce que nous montrent ces évaluations, eh bien, c'est qu'on a réussi d'une part à élever le niveau général des enfants en entrée de CE1. Donc ça nous montre le travail qui a été fait en CP. On n'a pas d'amélioration en début de CP. Donc ça nous montre qu'on a encore du travail à faire à l'école maternelle pour que notamment les enfants aient plus de vocabulaire lorsqu'ils arrivent en CP. Et puis, ce que l'on voit au travers des évaluations, c'est qu'il y a une hausse de plusieurs points donc de la moyenne sur plusieurs sujets, comme par exemple la fluidité de lecture ou certains calculs, comme les additions et les soustractions, mais que cette amélioration du niveau, elle est encore plus forte pour ceux qui sont en REP et REP+, donc qui ont bénéficié des classes à 12. Et donc, au lieu d'avoir par exemple un écart de 12 points entre les élèves de France entière et ceux qui sont en réseau d'éducation prioritaire, on n'a maintenant plus qu'un écart de 10 points en fluidité de lecture. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire des milliers d'élèves, plus de 10 000 même, qui sont tout simplement en meilleure situation que ceux des années précédentes dans leur rapport à la lecture et au calcul. Alors, puisque cette mesure donne de bons résultats, est-ce qu'elle a vocation à s'appliquer dans toute la France et même en dehors des zones REP et REP+? Alors, le dédoublement n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire. C'est une mesure qu'on peut appeler quantitative, mais derrière, il y a toute une série de mesures qualitatives que l'on a faites pour toute la France. S'agissant de l'amélioration du taux d'encadrement, nous continuons à créer des postes à l'école primaire alors qu'il y a moins d'élèves, donc on améliore par ce double effet le taux d'encadrement. Et puis il y a les mesures que Emmanuel Macron a annoncées en avril dernier et que nous mettons en œuvre tout au long du quinquennat, c'est-à-dire le dédoublement en grande section de maternelle, en REP et REP+. Donc là c'est pour tenir compte de cette nouvelle politique d'école maternelle que nous voulons pour l'épanouissement des enfants dès leur entrée à l'école, avec la scolarité obligatoire en plus. Et puis, ce que nous recherchons aussi, c'est un taux d'encadrement favorable en grande section de maternelle, en CP et en CE1 pour toute la France.
et donc une limitation à 24 du nombre d'élèves pour toute la France, en grande section CP et CE1. Donc toutes ces mesures sont des mesures aussi qui s'accomplissent au cours des prochaines rentrées et qui vont faire une école primaire de plus en plus qualitative, de plus en plus épanouissante. Et donc, vous parliez tout à l'heure concernant l'évaluation des élèves à la rentrée 2019, qu'il y a eu une hausse des capacités de lecture, des capacités à calculer notamment. Quelles sont les problématiques qui subsistent encore ? D'abord, ce ne sont que de premiers progrès, il faut le reconnaître. Ce sont des progrès de quelques points, parfois 3 points, 4 points, 5 points, ce qui est déjà beaucoup, mais pas suffisant. Il reste évidemment encore un grand nombre d'élèves en difficulté. Et donc, c'est déjà l'amélioration de cette amélioration, si je puis dire, que nous devons rechercher. Donc, on va pousser plus loin, continuer. Et puis, par ailleurs, nous avons évidemment du travail à faire sur d'autres niveaux que le CP et le CE1. Cette année, nous allons lancer l'opération « Je rentre en 6e », qui signifie qu'on va repérer les élèves de CM2 qui ont le plus besoin d'un soutien scolaire gratuit, que nous allons leur donner pendant les vacances, pour que pendant une semaine, ils puissent se mettre à niveau pour rentrer en 6e dans les meilleures conditions. Et sinon, avez-vous eu des retours spécifiques des enseignants concernés, je pense notamment dans les classes de CP, CE1 et aussi peut-être maternelle? Est-ce que vous souhaitez leur adresser un message particulier? Ouais, de façon générale, je souhaite adresser un message à tous les professeurs, parce que c'est eux qui contribuent à ces résultats, à tous les professeurs d'école, de collège et de lycée. C'est eux qui prennent à bras-le-corps les grands défis de l'éducation dans un monde qui est en train de changer considérablement. Et c'est très important qu'on soit unis, toute la société française, autour de nos professeurs pour relever ces défis. Le lien parent-professeur en particulier est très important. C'est vrai que j'ai un message particulier pour les professeurs de l'école primaire parce qu'on est en train de faire évoluer aussi la formation continue, la formation initiale aussi d'ailleurs, et puis tout simplement les conditions de travail pour qu'elles soient meilleures. On va améliorer les conditions de travail des directeurs d'école. Et puis s'agissant des professeurs de CP et de CE1, je voudrais leur dire qu'évidemment, on est fiers des résultats qu'ils sont en train d'obtenir et que c'est une très bonne chose. Et que bien entendu, ce travail, il n'est pas seulement dans le cadre du CP-CE1, il va au-delà. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les CE2 et pour tous les professeurs qui suivent. Un professeur de 6e, évidemment, c'est mieux pour ce professeur si les élèves qui arrivent en 6e ont déjà des savoirs fondamentaux bien ancrés et notamment une capacité de lecture et d'écriture bonne et solide. Alors, on a quelques questions d'internautes, notamment un qui nous demande si les tests effectués par les élèves en cette rentrée 2019 sont les mêmes qu'auparavant, ou est-ce qu'ils ont changé et en quoi ils consistent? Alors, les tests sont les mêmes avec quelques changements. Donc, chaque année, on fait évoluer un peu, disons à la marge, le système d'évaluation. Il faut savoir que ces tests ont été élaborés par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, que l'on a créé en 2017, avec 21 scientifiques qui font partie de ce conseil, et qui se sont inspirés des meilleures pratiques mondiales pour créer ce test qui désormais est vraiment à l'avant-garde mondiale de ce que l'on peut faire. On est devenu le pays qui fait une chose unique en la matière, c'est-à-dire être capable de tester 2 fois 800 000 élèves en début de CP, en début de CE1. En réalité, nous testons aussi les débuts de 6e et les débuts de seconde, mais c'est un petit peu différent. Et s'agissant des CP et CE1, nous le faisons avec ce que les sciences nous disent de plus avant-gardiste sur ce qu'on doit savoir des compétences d'un enfant qui conditionnent sa capacité à lire, écrire, compter. Par exemple, la fluidité de lecture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une compétence fondamentale. La rapidité que l'on a de lecture nous renvoie à la capacité ensuite à comprendre ce que l'on lit. Les deux choses sont tout à fait corrélées. Donc, autrement dit, la capacité à décoder rapidement corrélée à la capacité à comprendre. Ça se mesure, ça se regarde, et on doit toujours travailler plus sur cette double compétence des enfants si on veut qu'ils lisent et qu'ils écrivent bien. Voilà les choses qui ont été élaborées dans le cadre de ces tests. Et puis ces tests, comme nous l'avons dit dès le début, ils ont vocation à s'améliorer d'année en année. C'est-à-dire que chaque année, on fait une enquête auprès des professeurs sur ce qu'ils ont pensé des évaluations. Et donc, ils nous disent ce qu'ils ont trouvé de bien, ce qu'ils ont trouvé de moins bien, et on en tient compte pour faire évoluer un peu. Donc, il y a une partie qui évolue chaque année, mais il y a une partie qui reste la même. Et donc, on peut faire une comparaison sur les choses qui sont restées les mêmes, tout en ayant une amélioration progressive du système d'évaluation. Alors, on a un autre internaute qui nous demande, alors maintenant que l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, pourquoi ne pas mettre l'apprentissage de la lecture en grande section de maternelle? Et autre question, pourquoi ne pas mettre beaucoup plus d'anglais en maternelle et à l'école élémentaire?
Alors, sur la première question, l'école maternelle est une école fondamentale. C'est aussi le message que nous donnons au travers de l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est que l'école maternelle, il faut prendre ça au sérieux parce que c'est très important. En même temps, c'est une école de l'épanouissement, elle est différente de l'école élémentaire. Et quand je parle d'école de la confiance, ça commence par l'école maternelle avec le plaisir d'y aller, les chants, les jeux, la poésie, les arts, tout ce qui fait le bonheur d'être à l'école et le bonheur d'être ensemble. Et ça, on doit non seulement le préserver, mais on doit même l'amplifier et être extrêmement moderne sur ce sujet. Et en étant fort sur cet aspect, en réalité, on fait un travail implicite et explicite pour que l'enfant, ensuite, soit dans les meilleures conditions pour entrer dans la lecture en CP. Exemple, à l'école maternelle, dès aujourd'hui, on apprend les lettres, bien sûr. Et c'est très important qu'en arrivant en CP, on connaisse ces lettres. À l'école maternelle, on apprend du vocabulaire, sans s'en rendre compte. Si on apprend beaucoup de chansons, par exemple, on apprend du vocabulaire avec du plaisir. Et ce vocabulaire qu'on a dans la tête quand on arrive en CP, il est absolument essentiel pour bien rentrer dans la lecture. Parce que c'est ça qui va permettre de dire que quand on va déchiffrer vélo, on a dans la tête, on sait ce que c'est qu'un vélo. Si on voit souris, on sait ce que c'est qu'une souris, parce qu'on a appris des chansons avec des souris et des vélos. Eh bien, donc l'école maternelle est en réalité, tout en étant très ludique, elle est très utile. Et donc, on peut dire que dès l'école maternelle, les éléments qui vont conditionner l'entrée dans la lecture s'apprennent et s'acquièrent, et que c'est ça qui va nous permettre de lutter contre les inégalités sociales, parce que selon la famille dans laquelle vous êtes comme enfant, eh bien, vous êtes déjà dans une situation très inégalitaire au moment où vous entrez à l'école, parce que vous n'avez pas le même capital de vocabulaire. Et c'est à l'école de la République de compenser ça. Donc oui, en réalité, on fait déjà un travail pour que l'enfant soit capable de lire. Il arrive que des enfants, en grande section, assez spontanément, sachent déjà quelques éléments de lecture. Donc ça, on laisse évidemment une certaine liberté en titre de la personnalisation des parcours de l'élève. Ce n'est pas interdit de savoir lire avant le CP. Et puis la deuxième question sur les langues, c'est aussi un sujet essentiel, sur lequel la France part d'assez loin sur ces questions. Il y a eu des progrès depuis une vingtaine d'années, mais notre objectif, c'est en effet de systématiser l'apprentissage d'une première langue à l'école primaire, que ça puisse commencer dès l'école maternelle, sur une base très orale. Pour approfondir, on peut aller sur le site du ministère, il y a un rapport de Mme Manès et de M. Alex Taylor sur cette question, que nous sommes en train de mettre en œuvre, avec notamment plus d'assistants de langue et une plus grande utilisation des technologies pour ce bain de langage. Ça va de pair aussi avec la formation des professeurs en la matière, et donc la diversité linguistique et l'acquisition solide d'une ELV1 à l'occasion de l'école primaire est en effet ce que nous sommes en train de faire. Bien, merci Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live avec Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, sur le sujet des pesticides. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Merci à tous et à la semaine prochaine. À bientôt.